Chandelier. On n'attend rien de ce rendez-vous. C'est uniquement la communication. On sait que ça ne changera rien. Mais alors du coup, pourquoi y aller? Parce que par exemple, les rencontres de Saint-Denis, lors du premier épisode, tous les partis s'y étaient rendus. Et au deuxième, notamment la France Insoumise, etc., n'y étaient pas allés en disant puisque ça ne sert à rien, on ne participe pas à ça. Donc pourquoi participer à un exercice de communication dont on n'attend rien? La réponse à cette question, c'est de dire justement pour la gauche de prendre l'opinion publique à témoin pour réaliser ce qu'on appelle un coup de force politique. L'objectif du nouveau Front populaire, et il faut bien le rappeler, la nomination de Lucie Castet à l'époque, avant les Jeux Olympiques, qui précédait l'allocution présidentielle, quelques heures avant l'allocution présidentielle, était là pour mettre en place un coup de force politique et mettre la pression sur ils avaient trouvé le nom Macron. parce que le président parlait. Exactement, justement parce que le président parlait, pour pouvoir justement lui mettre la pression et pour qu'il le force et le contraigne à nommer justement la candidature du nouveau Front populaire à Matignon. Ce qu'il se joue donc de ce fait pour la gauche, c'est d'expliquer aux Français, en prenant l'opinion publique à témoin, que le problème de l'ingouvernabilité du pays ne se situe pas chez eux ou ne se situe pas surtout à l'Assemblée nationale, mais il se situe à l'Élysée. Ils vont démontrer qu'avec cette réunion à l'Élysée, et s'il n'en ressort rien, et que ce soir, ou enfin à la fin du week-end, on sera au même endroit que l'on a été au début de semaine, alors justement le problème vient d'Emmanuel Macron. Et donc c'est pour cela que la France insoumise a un temps d'avance encore sur le reste de la gauche, parce qu'elle a déjà posé dans le débat public la question de la destitution du président de la République, non pas parce qu'elles savent qu'elle va être effective, parce qu'elle ne peut pas être votée aujourd'hui au Parlement. Oui, et puis la France insoumise n'est pas de toute façon assez nombreuse pour lancer la procédure. De plus, donc, ce qui va se jouer, c'est de poser non pas la question de la destitution, mais la démission. Pour que dans le débat public, dans les prochaines semaines, les prochains mois, si la situation ne change pas, si par exemple on n'arrive pas à avoir de Premier ministre ou que les prochains premiers ministres sont censurés à l'Assemblée nationale, que la question de l'ingouvernabilité ne soit plus portée sur la seule Assemblée nationale, puisque dès lors qu'il y aura une prochaine élection législative anticipée dans un an, les résultats seront identiques, mais de porter la responsabilité de l'ingouvernabilité du pays sur Emmanuel Macron et donc de poser la question de sa démission contrainte par l'opinion publique. Je voudrais qu'on écoute justement ce que disait Lucie Castet coalition, et d'autres, comme pour le coup Lucie Castet ou Raphaël Glucksmann dans les colonnes du Point, qui se disent arrêtons, alors ils ne le disent pas comme ça, mais entre les lignes, ça veut dire on n'a pas la majorité absolue, si on veut le pouvoir, ou en tout cas une partie du pouvoir, il faut faire des compromis. Il y a quand même deux tendances entre ceux qui réclament le pouvoir en permanence et qui, quand ils en sont proches, ne font aucun effort, et ceux qui se disent le pouvoir, parfois, ça nécessite des concessions. Oui, la gauche se livre une guerre interne qui est une guerre ouverte aujourd'hui, puisque, comme vous l'avez rappelé, il y a deux lignes, à la fois en termes de fond, entre la ligne gauche réformiste de gouvernement, incarnée par Raphaël Glucksmann, ou éventuellement le reste de certaines personnes du Parti socialiste, et la gauche radicale incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Et sur la forme également, en termes de tactique politique, les deux on propose deux choses qui sont différentes. Jean-Luc Mélenchon dit la chose suivante, c'est qu'il dit il faut soit faire un coup de force politique et imposer Lucie Castet, et ensuite après, si l'Assemblée nationale renverse le gouvernement du Front populaire, alors ça les replacerait dans l'opposition et eux-mêmes voteraient des motions de censure pour un prochain gouvernement centriste. Et donc avec l'idée à terme, c'est de faire porter la responsabilité de l'ingouvernabilité de l'Assemblée nationale sur le président de la République. Et donc c'est pour ça qu'ils disent leur fameuse phrase il faudra qu'il se démette comme McMahon ne pouvait pas se soumettre ou se démettre. Se soumettre ou se démettre comme McMahon ne pouvait pas gouverner une chambre qui était républicaine alors que lui était un président royaliste. Donc ils disent cela. Ensuite, après, Raphaël Glucksmann, eux, ils sont dans une autre optique, puisque forcément, ils ont des proximités, une porosité électorale avec La République En Marche, puisqu'on a vu lors des élections européennes, le bon score de Raphaël Glucksmann ne repose que sur les déçus d'Emmanuel Macron. L'effet de vase concomitant quand Valérie Létard baissait, Raphaël Glucksmann qui remontait. Exactement. Et donc, la question que eux posent, c'est justement essayer de recréer un espace pour la social-démocratie et une social-démocratie à la française, et donc essayer de se défaire de cette alliance avec le Front populaire. La difficulté qu'a le Parti socialiste, c'est qu'ils se sont complètement soumis électoralement aux insoumis. C'est facile de dire après qu'on n'est plus d'accord. Exactement, mais surtout que quand on regarde la carte électorale des circonscriptions dans lesquelles sont élus les élus socialistes, on remarque qu'ils sont pieds et poings liés par la France insoumise. Il y a deux types de circonscriptions. Les premières, c'est dans les quartiers populaires. Donc là, effectivement, le vote communautaire est acquis à Jean-Luc Mélenchon. Et dans un second temps, c'est dans ce qu'on appelle l'arc Grand Ouest, Bretagne, Pays de Loire. Et ce sont des régions au sein desquelles Jean-Luc Mélenchon aussi a fait à la présidentielle un très fort score au premier tour, près de plus de 30%. Donc, de toute façon, les socialistes sont prisonniers aujourd'hui de cette alliance. Donc, ils ne peuvent pas élargir non plus. C'est pour ça que je rejoins ce qui a été dit. Le nouveau Front populaire ne pourra pas gouverner ce pays parce qu'il n'en a pas les capacités aujourd'hui.
Une autre déclaration de l'Élysée, toute cette période des 6 mois, nous sommes prêts, dit-elle, Mathieu. Non, mais effectivement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est pas que je vous trouve dur, c'est que je pense que la réalité, c'est que le rapport de force est perdu définitivement par le Parti socialiste. Je ne suis pas dur. Comment ? Enfin, il y a une réalité, c'est ce que je disais. Mais exactement. Il y a une réalité de terrain. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que Raphaël Glucksmann, il se couche, etc. Mais il a absolument pas le choix parce que quand on regarde la réalité, en fait, aujourd'hui, la gauche, c'est que depuis les européennes, ils ont troqué la lutte des classes pour la lutte des places. C'est-à-dire qu'ils ne font que parler de postes. On les a entendus pour parler de postes aux législatives, les accords entre. C'était déjà le cas de la NUPES. Hein. Oui, c'était le cas de la NUPES d'ailleurs depuis la NUPES. Et on se répartit les postes à l'Assemblée nationale entre les postes de députés, puis ensuite les postes au bureau, puis ensuite le poste de Premier ministre. Ils n'ont parlé que de ça. Ensuite, là, ils ne nous parlent que de la composition du gouvernement. Ils ne parlent pas du projet qu'ils voudraient pour le pays. Donc, la question, c'est vraiment les places, les postes. C'est ça qui est important là-bas. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui au niveau des élections, la différence entre les élections européennes et les élections législatives, c'est la question des circonscriptions. Et le Parti socialiste, aujourd'hui, malgré les 14% de Raphaël Glucksmann, c'est bien que sans accord électoral global de nouveau Front populaire, ils n'auraient jamais eu le groupe à l'Assemblée nationale qu'ils ont actuellement. Ils ont réussi à récupérer 100 circonscriptions de plus par rapport à la NUPES en 2022, ce qui leur a donné un groupe parlementaire aux alentours de 80-90, je crois, députés. Chose qu'ils n'auraient jamais eu s'il y avait eu des candidats LFI contre eux. Donc le Parti socialiste, même si Raphaël Glucksmann il peut faire 14, 15, 20% même, dans tous les cas, la sociologie électorale de la gauche fait que la France insoumise a le leadership à gauche et cela devrait durer quoi qu'il arrive. Donc les socialistes n'ont pas le choix que de se soumettre. Mais je vous rejoins et je pense que le Parti socialiste est devenu d'ailleurs comme LR une force d'appoint politique. Et pourquoi je suis dur vis-à-vis de Raphaël Glucksmann, c'est-à-dire qu'à un moment, vous évoquez nos postes et on est tous contre le RN. Là, on a l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient possibles du coup. Oui, en effet, le Front républicain, que ce soit au Parlement, mais également lors des élections législatives, a permis effectivement à certaines formations politiques de pouvoir surperformer d'un point de vue électoral. La particularité qu'ont quand même les Républicains, c'est que la plupart les Républicains ont quand même un socle en termes de sociologie électorale. Il y a un socle qui est très résilient. C'est le parti qui a perdu le moins qui a perdu le moins de députés et qui ont aujourd'hui un groupe parlementaire qui est quasiment proche de celui qu'ils avaient après les élections législatives de 2022, alors qu'on prédisait le pire pour les Républicains. Et puis surtout, je pense, c'est que c'est l'un des seuls partis aujourd'hui qui a, au sortir des élections législatives, ou dès le second tour des législatives, posé des propositions sur la table en disant voilà, nous, la doctrine que nous proposons pour gouverner avec le fameux justement pacte législatif, où l'on s'en souvient, ils ont émis cinq grandes priorités, 13 textes de loi, comme ils ont aussi la majorité au Sénat, et donc pour pouvoir dire aux autres partis politiques, et c'est ça la logique aujourd'hui de la Ve République qui s'apparente de plus en plus à une 4e République, avec une assemblée très puissante, justement, parce que l'Assemblée peut être à l'initiative de propositions de loi, justement, il n'y a pas que le gouvernement qui peut conduire des projets de loi. L'Assemblée, donc ils ont dit à l'Assemblée nationale, eh bien, sur ces priorités-là, des priorités qui effectivement vont dans le sens de ce que veulent les Français d'un point de vue de l'opinion publique, sur la question de mettre fin à l'assistanat, sur la question de la régulation des flux migratoires, on peut trouver des compromis possibles, on peut trouver des possibilités avec des députés effectivement du centre, voire même de certains têtes socialistes, des députés du centre, des députés du centre droit et puis des députés éventuellement du Rassemblement national. Et c'est ce qui justement préside aujourd'hui à une logique parlementaire que nous retrouvons dans notre vie politique. On va marquer une première pause dans Midi News, mais évidemment on reparlera de politique tout au long de l'émission. Les magistrats se permettent d'être aussi francs en fait sur la question de Marseille. Oui, mais parce qu'Éric Dupond-Moretti, pardonnez-moi, mais là il nage en plein délire. La question à Marseille est catastrophique sur le plan humain. Je rappelle souvent cela. Sur les 3 dernières années, il y a eu autant de décès suite au règlement de compte à Marseille qu'entre 1950 et l'an 2000. Et pourtant, Marseille est réputée comme étant une ville qui a une criminalité organisée très forte depuis les années 20, les années 30. Donc, la situation est devenue complètement ingérable. Mais en fait, plus généralement que Marseille,
La réalité, et nous on a travaillé sur cette question-là, on a fait un rapport dessus il y a quelques mois, c'est que la France est en passe de devenir un narco-État. Un narco-État, non pas au sens sud-américain, c'est-à-dire un État qui prospère en partie sur le trafic de drogue, parce qu'il y a des liens dans les pays d'Amérique latine entre les narcotrafiquants et l'État, mais un narco-État dans la mesure où aujourd'hui il y a deux États qui se font face à face. L'État régalien avec le monopole de la violence légitime, donc l'État républicain, et puis des États, parce qu'ils sont plusieurs, des États qui se prospèrent sur des sociétés parallèles, grâce et alimentées par un trafic de drogue et un marché qui est le plus lucratif en Europe. Je rappelle quand même qu'en France, on est les premiers consommateurs de cannabis, 5 millions de consommateurs. D'Europe, on est les troisièmes consommateurs de cocaïne et on est les sixièmes consommateurs d'héroïne. Tout ça fait un marché global de la drogue estimé à plus de 3 milliards d'euros. C'est ce qui permet aux narcotrafiquants de financer toutes les activités criminelles sur l'ensemble des territoires et justement de contrôler des territoires, puisqu'ils achètent un certain nombre d'armes, notamment des armes de plus en plus lourdes, qui leur permettent de mettre en place des checkpoints. Et aujourd'hui, dans un certain nombre de territoires perdus de la République, la police et les services publics ne peuvent plus y intégrer. Donc maintenant, face à cela, qu'est-ce qui est fait ? Aujourd'hui, on voit qu'il y a deux solutions qui sont pratiquées par les pouvoirs publics. La première, c'est de disperser les moyens, c'est-à-dire qu'on fait ce que fait Gérald Darmanin avec la CRS 8. On on va prendre des policiers, des forces d'appoint d'un territoire et on va les mettre sur un autre et vice-versa. Sauf que ça, effectivement, ce n'est absolument pas pérenne. Ce sont des solutions court-termistes. Et la deuxième chose que l'on a toujours fait depuis les années 70, depuis précisément 1973, c'est la fameuse politique de la ville. On a déversé dans les quartiers un montant colossal d'argent public, 117 milliards d'euros depuis 2010, avec des résultats en termes de lutte contre la criminalité qui sont désastreux. Donc il faut revoir la logique même de la politique de la ville, principalement sur deux aspects. Il faut la débureaucratiser, parce que les socialistes, notamment sous Lionel Jospin, ont bureaucratisé à outrance la politique de la ville en ajoutant des couches administratives. Et aujourd'hui, vous avez une diversité d'acteurs. On ne sait même plus qui gère réellement la politique de la ville. Et il faut la désocialiser, puisque aujourd'hui, elle est marquée par ce qu'on appelle le nivellement par le bas, c'est-à-dire que l'on dépense à foison dans des services publics qui sont de plus en plus dégradés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les habitants dans ces quartiers ne peuvent plus avoir accès à des services publics de qualité, et notamment des services publics de police et de sécurité, puisque les commissariats, les écoles, etc., sont dégradés. Et donc, c'est une politique globale de bout en bout qu'il faut mettre en place pour pouvoir reprendre le contrôle des territoires perdus de la République. Je voudrais qu'on parle maintenant, malheureusement, de ce qui s'est passé à Nice. Une fusillade a éclaté dans le pays, mais ça peut permettre peut-être d'avoir un gouvernement qui n'a pas trop finalement d'ennemis et de personnes qui veulent le renverser. Oui, et cette solution, elle présente un avantage et un désavantage. L'avantage, il est pour Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, il peut utiliser effectivement l'arme du gouvernement technique à l'italienne, donc Mario Monti 2011 ou Mario Draghi 2018, justement pour préparer un budget qui serait un budget austéritaire, parce que comme vous l'avez rappelé, et c'est l'éléphant qui est au milieu de la pièce dont personne ne parle, c'est qu'on est sous le coup d'une procédure de déficit excessif. Donc un gouvernement technique pourrait préparer un budget austéritaire, un budget qui irait du coup dans le sens de l'intérêt du pays, qui est finalement l'intérêt urgent, et de répondre à cette problématique imposée par l'Union européenne, et qui aussi est sur le capitalisme, sur notre manière de ne pas régler nos déficits, et donc effectivement de mettre les oppositions face à leurs responsabilités. Est-ce que les oppositions vont voter un budget austéritaire qui justement irait dans le sens finalement de l'intérêt du pays, d'une certaine façon de réduction des déficits. Donc ça, c'est le premier avantage. Il n'est que pour Emmanuel Macron, il est tactique, c'est pour justement remettre la faute du blocage sur les oppositions. Ensuite, le désavantage d'un gouvernement technique, malgré tout, c'est que les Français se sont exprimés à plusieurs reprises contre ce qu'on appelle le gouvernement des experts. Oui. Depuis 2008 à minima, les experts ont toujours été jugés négativement par les Français. D'abord en 2008, sur la crise économique. Les économistes ont perdu beaucoup de crédit parce qu'ils sont jugés par les Français, et notamment, c'était la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy, aucun économiste n'a prévu la crise financière de 2008. De même, et je terminerai dessus, sur la crise sanitaire, les experts également ont subi une défiance de la part des Français sur la gestion de la crise sanitaire.
Et donc, et plus globalement, l'administration aussi suscite un certain nombre de défiances de la part de nos concitoyens, puisqu'ils jugent, à raison sur un certain nombre de sujets, que l'impuissance publique, que l'administration n'est plus capable de pouvoir justement ériger, de traduire les grandes priorités des Français en mesures concrètes. Et donc, c'est pour ça qu'un gouvernement technique aurait quand même un souci de légitimité politique dans l'opinion. On va marquer une pause. Désolé Joseph, on parlera politique après, mais là nous sommes déjà en retard. On marque une pause dans Midi News et puis on reviendra avec mes invités en plateau. Évidemment, on reparlera notamment de politique. À tout de suite. De retour dans Midi News, on continue à aller